Merci, bonjour à tous. On m'a donné, comme trop souvent, mais j'ai un peu cherché, la tâche ingrate de rappeler les mauvaises nouvelles. Alors, je vais faire ça en quelques minutes. C'est impossible, donc je vais être obligé de prendre des raccourcis. Mais je vais quand même rappeler que notre histoire, qui nous a mené à tant de problèmes aujourd'hui, un état des lieux écologique assez inquiétant, voire dramatique, c'est pas une histoire toute neuve, c'est pas une histoire récente, c'est quelque chose qui est très ancien et qui est indexé sur un seul paramètre finalement, ou un paramètre duquel dépendent tous les autres paramètres de notre adaptation. Notre monde aujourd'hui est fondé sur la même contrainte que les mondes des chasseurs-cueilleurs il y a 40 000 ans, c'est l'énergie. L'énergie, c'est ce qui permet tout. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. C'est-à-dire, depuis le début de l'univers, il n'y a jamais rien qui se soit passé sans une consommation d'énergie, on dit une dissipation d'énergie. Et nous, c'est pareil, vous avez mangé à midi, vous avez mangé, parce que si vous ne mangez pas, votre corps, au bout d'un moment, ne fonctionne plus. Vous avez absolument besoin d'énergie. Alors vous vous en souvenez? Vous vous en souvenez, hein? Il y a 40 000 ans, on était combien sur la planète? Nous, humains, là. 5? Un peu plus. On était 1 million, il y a 40 000 ans. 1 million sur toute la planète, pas encore le continent américain. Et à peu près, effectivement, à 40 000 ans, 35 000 ans, nous avons inventé de nouveaux outils qui nous ont permis de faire quoi? De capturer mieux l'énergie dans notre environnement pour manger un peu mieux, un peu plus, ou dans une plus grande sécurité alimentaire. Nous avons inventé les outils à propulseurs, comme la Sagaie par exemple. Alors on a arrêté de lancer ou on a complété le lancement de simples épieux, de simples grands bâtons tout droits, par des Sagaie qu'on lance avec un autre bout de bois plus petit qui permet de les propulser plus loin. Ça s'appelle des outils à propulseurs. Et cette invention, plus quantité d'autres, par exemple le harpon, nous a permis de chasser mieux, plus efficacement et en nous protégeant mieux. Et nous avons donc augmenté notre capacité à capturer l'énergie dans notre environnement. Et la population d'humains à cette époque-là est passée de 1 à peu près 5-6 millions, très stable pendant plusieurs millénaires ensuite, entre donc 35 000 ans, on va dire, et moins 10 000 ans. Et vous savez ce qui s'est passé il y a moins 10 000 ans. Nous avons progressivement, très progressivement, inventé une nouvelle façon de capturer l'énergie, plus efficace encore que la seule chasse ou la seule cueillette, c'est l'agriculture. Alors ça n'a pas été immédiat, ça s'est fait très progressivement et ça a été assez stable à partir de moins 6 000 ans avant aujourd'hui, plus stable en tout cas. Et qu'est-ce qui s'est passé progressivement? Entre moins 10 000 ans et on va prendre un autre repère, moins 2 000 ans avant aujourd'hui, eh bien la population a augmenté. Alors tout doucement d'abord. Et puis plus rapidement, quand les grandes cités-États se sont fondées autour d'une agriculture plus stable et plus pérenne, et lorsqu'elles ont collaboré aussi à plus grande échelle pour être moins rivales et du coup moins s'effondrer, parce qu'en fait les premières cités qui se sont construites se sont très régulièrement effondrées en fait, et puis elles sont devenues plus stables quand elles ont coopéré à grande échelle autour de l'agriculture. Et évidemment, la population a augmenté petit à petit. Nous sommes passés de 5-6 millions il y a moins 10 000 ans à 200 millions, à peu près, il y a 2000 ans. Vous voyez que c'est une accélération. Beaucoup plus de gens autour d'une capture d'énergie plus efficace. L'accélération de la démographie a continué progressivement. Nous avons complété la capture d'énergie agricole par celle du vent, grâce aux moulins, et celle de l'eau, grâce aux moulins aussi, mais les moulins à eau cette fois. Les moulins à vent, moulins à eau nous ont permis de moudre plus facilement les grains, d'avoir une alimentation pas forcément beaucoup plus riche que celle des chasseurs-cueilleurs, et même en fait, on le sait maintenant, plus pauvre que celle des chasseurs-cueilleurs, mais qui apportait plus de calories et plus régulièrement, et surtout quantitativement plus de calories. Et la population a continué à augmenter. 16e siècle, à peu près 550 millions d'habitants humains sur la planète Terre. Donc vous voyez, on est parti de 1 million, on a capturé de mieux en mieux l'énergie, 500 millions à peu près au XVIe siècle. Et puis alors après, c'est la grande accélération. Nous avons découvert une source d'énergie fantastique, ou plutôt nous avons redécouvert une source d'énergie fantastique, qui est les hydrocarbures. Les hydrocarbures, le charbon, en premier en tout cas à l'échelle industrielle, le pétrole et le gaz. Et alors bien sûr, on en a fait des tas de machines, on en a fait notre confort d'aujourd'hui. Cette salle a été construite exclusivement grâce à cet apport d'énergie extérieure qui est fondé sur les hydrocarbures. On n'aurait pas pu faire de ciment, pas à cette quantité-là, pas à cette échelle-là sans les hydrocarbures. Et vous savez, c'est l'objet de mon intervention, le paramètre qui a le plus augmenté,
accompagnée des hydrocarbures, c'est la démographie encore. Parce qu'elle a considérablement permis de sécuriser les rendements agricoles, de les rendre beaucoup plus stables, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Je n'aurai pas le temps de développer, mais aujourd'hui, la question se pose de la baisse de la stabilité des rendements agricoles suite aux effets contre-productifs de la consommation des hydrocarbures, et en particulier le climat. Et vous savez donc que la population, aujourd'hui, elle est de 8 milliards d'individus humains sur la planète Terre. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a un lien direct entre notre capacité technique à prendre l'énergie de l'environnement, dans l'environnement, et à nous en satisfaire déjà sur le plan démographique, et évidemment en plus sur le plan du niveau de vie, du niveau de richesse. Alors, bien sûr, cette capture d'énergie, elle génère des externalités. La combustion des hydrocarbures émet du CO2 et nous avons perturbé le climat. Bruno Charles, monsieur Charles nous a rappelé les effets du changement climatique sur le climat de Lyon à 2050 et 2100. Les inquiétudes sont très grandes, donc il va falloir nous adapter. Il va falloir des politiques publiques extrêmement volontaristes et puis un accompagnement du public de ces politiques-là qui soit efficace. Mais bon, voilà, cette externalité qu'est le climat est parmi les plus inquiétantes, mais il y a d'autres paramètres que je voudrais vous rappeler brièvement. Deux principaux qui sont des propriétés inhérentes à l'énergie même. On appelle ça des propriétés thermodynamiques. La première, c'est que l'énergie, alors certes, on la consomme en alimentation, mais on en fait aussi des transformations dans l'environnement, des bâtiments, des déforestations, des détournements du cours des rivières, des routes, des voitures. En fait, l'énergie, on en fait plein de choses. Mais l'énergie, elle a une propriété que vous pouvez expérimenter chez vous demain. C'est peut-être un anniversaire ou la semaine prochaine, vous allez fêter un anniversaire, vous allez cuire un gâteau et puis vous allez être un petit peu dispersé parce que vous pensez à ce que je vous ai dit ou vous aurez écouté une conférence sur Internet parlant de l'effondrement ou des risques écologiques et vous allez être un peu la tête ailleurs, vous allez oublier le gâteau dans le four. C'est un peu embêtant d'oublier le gâteau dans le four parce qu'il est trop cuit. Et du coup, vous ne pouvez pas fêter l'anniversaire avec ce gâteau-là. Et vous allez faire l'expérience, parce que vous regrettez quand même d'avoir oublié le gâteau. Vous allez essayer de récupérer les ingrédients dans le gâteau pour en faire un nouveau à la juste cuisson. Et bien en fait, vous n'allez pas y arriver. Quand un gâteau est trop cuit, vous ne pouvez pas reprendre les éléments qui l'ont composé, la farine, les œufs, le sucre, pour refaire un gâteau à la cuisson idéale. Et bien cette loi, c'est un principe thermodynamique qui s'appelle le principe d'irréversibilité. Il est valable pour absolument toutes les transformations qui se font dans le monde, à toutes les échelles de temps et d'espace. Dans l'univers, c'est pareil qu'ici, localement. Ce qui veut dire que lorsqu'on a transformé le monde autour de nous, eh ben, cette transformation-là, on peut se donner l'illusion de revenir en arrière, mais en fait, physiquement, ça n'est jamais un retour en arrière physique, réaliste en tout cas. Quand vous mélangez votre cacao avec le lait, vous ne récupérez jamais la poudre. Voilà, c'est la même chose. Mais quand les animaux ont disparu, ils ont disparu. Quand les écosystèmes sont détruits, ils sont détruits, c'est irréversible. Alors parfois, les arbres repoussent, mais en fait, ils sont appauvris. Et c'est ça qui est irréversible. Quand on replante des forêts, c'est le grand débat aujourd'hui, est-ce qu'il faut replanter des arbres partout sur la planète, etc. Mais en fait, replanter des arbres ne suffit pas à recomposer un écosystème riche. Il y a certaines choses irréversibles. Un autre paramètre thermodynamique absolument fondamental, alors ce n'est pas des choses que j'ai inventées moi, ce sont les physiciens qui savent ça très bien, vous pouvez en faire l'expérience aussi, vous êtes en vacances, vous avez prévu d'aller à la mer et vous vous garez derrière la dune qui est juste à côté de la plage. Et vous avez sorti du coffre de la voiture le seau que vous avez prévu pour aller faire des châteaux de sable avec vos enfants. Et vous faites l'expérience suivante, vous remplissez votre seau du sable qui est sur la dune. Alors c'est une transformation, c'est très simple. Vous remplissez le seau. Et puis l'expérience, c'est la suivante. Vous jetez le seau sur le parking. Vous jetez tout le sable qui est contenu dans le seau sur le parking. Et vous essayez de récupérer, de ramasser tout le sable sur le parking pour re-remplir le seau. Vous n'allez pas y arriver. Alors vous ne pourrez déjà jamais récupérer tous les grains de sable, ça c'est sûr. Ça va vous prendre un temps, mais infiniment plus long que de simplement faire ce geste-là pour remplir le seau de sable. Et en plus, si vous deviez faire le calcul énergétique, l'énergie que vous avez dépensée pour remplir votre seau est infiniment inférieure à l'énergie qu'il vous aura fallu ou qu'il vous faudrait trouver pour ramasser tous les grains de sable sur l'ensemble du parking. Si vous n'avez pas la chance, ou la malchance plutôt, qu'un coup de vent ait tout simplement balayé le sable un peu partout. Eh bien, ce principe qui s'appelle l'entropie, très simplifié ici, c'est la même chose que ce qui se passe quand on disperse, le principe de dispersion, l'entropie.
C'est ce qui se passe quand on disperse du CO2 dans l'atmosphère, justement. C'est ce qui se passe quand on disperse du mercure dans les océans, sur toute la planète, quand on brûle, alors vous ne savez peut-être pas, mais quand on brûle du charbon, il sort tout un tas de choses des centrales à charbon, mais aussi du mercure qui est contenu dans le charbon, et aussi des radioisotopes, des éléments radioactifs. Et tout ça, ça se dissémine sur la planète, et en fait, on ne le récupérera jamais, parce que c'est dispersé. Et c'est pareil pour les perturbateurs endocriniens qui se retrouvent dans les rivières, dans les océans et dans les organismes, finalement. Une fois qu'une substance est passée d'un endroit concentré à un endroit, à une dispersion, on ne récupérera jamais. Il y a des lois physiques qui l'interdisent. Alors voilà, je suis obligé de faire très court, mais je vais quand même sortir un petit peu de ce constat ou de ces limites, de ces contraintes qui nous laissent un petit peu comme ça dans une apathie ou un état circonspect. On ne sait pas ce qu'il faut faire avec ces lois qui nous dominent et pourtant il faut qu'on s'adapte. Alors je vais reprendre une analogie qui m'intéresse énormément, qui est ce qui se passe justement dans des écosystèmes quand il y a une réduction de l'approvisionnement énergétique. Alors ce n'est pas systématique, ça ne se passe pas toujours comme ça. Quand il fait plus froid par exemple, on n'observe pas ça, mais quand il fait relativement chaud dans des climats tempérés, mais que par exemple il y a un changement climatique qui fait qu'il y a un moindre approvisionnement global en biomasse, en organismes, en alimentation générale. Voilà, quand il y a une contrainte extérieure, les écosystèmes s'adaptent de la façon suivante. Quand ils sont composés de gros organismes très consommateurs d'énergie et qui se reproduisent peu, alors par exemple, ce sont les baleines ou les éléphants dans les écosystèmes, ils ont une gestation très longue, ils font peu de petits à chaque génération, et puis ils consomment beaucoup d'énergie par unité de masse, et puis ils sont très massifs. Mais en fait, quand eux n'arrivent plus à s'alimenter parce qu'il y a une contrainte énergétique quelconque, l'écosystème, il évolue vers un rapetissement des animaux qui le constituent, ou des êtres vivants qui le constituent, et cette transformation des écosystèmes se fait au profit d'organismes qui se reproduisent très souvent, qui font beaucoup de petits à chaque génération, et qui consomment surtout beaucoup moins d'énergie par unité de masse. Voilà, donc très grossièrement, lorsque les dinosaures ont disparu, pour une raison, une perturbation climatique planétaire, lorsqu'ils ont disparu, ils ont laissé la place dans l'écosystème à nous, ou plutôt aux mammifères dont nous sommes issus, qui étaient des animaux qui étaient déjà présents, mais qui étaient très petits, consommaient peu d'énergie et qui se reproduisaient beaucoup et qui ont pris la place dans les écosystèmes. Pourquoi cette analogie, cette comparaison avec nous, ce que nous devons faire aujourd'hui, ou ce à quoi nous allons nous confronter et comment nous allons le gérer? Le point commun, c'est la contrainte énergétique, accompagnée des contraintes de ressources diverses et variées, des contraintes générales. Et nous avons constitué une société planétaire fondée sur une collaboration et une entraide capitaliste. C'est comme ça. Aujourd'hui, l'humanité s'est construite sur la consommation de pétrole à l'échelle planétaire et autour de modèles économiques capitalistes qui sont hyper massifs, macro, et qui risquent de ne pas tenir ou qui ne vont pas tenir, pas résister à la contrainte énergétique. Ce que nous devons envisager, c'est qu'en accompagnement et en substitution de ces macro-modèles qui vont être fragilisés, nous pouvons commencer à penser le monde à une autre échelle. Alors pas à une autre échelle indépendante, mais une autre échelle complémentaire qui puisse accompagner une forme de transition et construire un filet de réception à nos sociétés afin que nous fonctionnions à une échelle plus locale, moins consommatrice d'énergie par unité de masse, comme je le disais, et qui soit du coup, je vais dire le mot qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, résiliente. Ça ne veut pas dire que, d'une part, tout va s'effondrer d'un coup, d'un bloc, et qu'il va falloir absolument s'autonomiser dans un champ permacole sans lien avec le reste du monde, au contraire. Ça veut dire qu'il faut penser une solidarité et une organisation à une autre échelle, plus fine, un autre niveau de maillage, plus fin, mais qui soit aussi collaboratif à très grande échelle. C'est toutes les échelles qui doivent se réunir là pour traverser ensemble une grande période de transition. Alors moi j'ai été encore relativement doux là dans mes mots par rapport à l'étendue des risques auxquels nous allons nous confronter, mais Bruno Charles a rappelé tout à l'heure sur le plan politique ce qui se passe à l'échelle mondiale. Il y a vraiment quelque chose d'assez inquiétant qui nous fait craindre des lendemains vraiment, en tout cas humainement,
J'invente des mots parfois, mais humanistement, ça me convient. Nous allons devoir considérer que ce qui était des externalités, des gens que nous ne voyions pas, que nous ne voulions pas voir, par exemple des contrées que nous avons colonisées, vont être aujourd'hui des pays, des personnes avec lesquelles nous allons devoir travailler, mais d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus collaborative que nous l'avons fait souvent hypocritement par le passé pour construire notre société hyperpuissante qui va être fragilisée aujourd'hui. Voilà ma recommandation aujourd'hui. Pensez à une autre échelle, avec une autre forme d'entraide, qui n'est pas spontanée, donc il faut la penser, l'anticiper. Voilà, je sais que vous êtes nombreux. J'ai vu des acteurs qui sont exactement dans cet état d'esprit à l'événement Greener Good aujourd'hui. Ne paniquez pas. Ça va. Il faut qu'on s'organise. On en est capable. Et il faut surtout désormais penser l'autre, voilà, qu'on a beaucoup trop oublié dans ce moment de croissance et d'aveuglement parfois dramatique. Je vous remercie et je passe la parole à la prochaine intervenante.